si vous voulez bien, on va commencer cette dernière session. Bonjour à tous. Donc, c'est une session dédiée aux modulateurs et plus particulièrement sur l'impact, je dirais, psychologique des modulateurs. Donc, j'ai oublié de me présenter. Donc, moi, je suis le docteur Ramel du CRCM Mix de Roscoff. Et Guillaume Touvenin au CRCM de Trousseau, à Paris. Donc la première présentation nous se fait à distance de Lauriane Coutier de Lyon qui est dans le train, bloqué par un poteau, si j'ai bien compris. Mais normalement, le train est à l'arrêt, donc la connexion devrait se faire correctement. Je ne sais pas si Lauriane, tu nous entends ? Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend. Très bien. Bonjour à tous. Alors, je ne vois pas l'écran. Je vois qu'il y a auditorium et je ne peux pas voir, je ne vois pas la salle comme je la voyais tout à l'heure. Donc, je ne vois pas mon diaporama. Je sais pas si on... Oui. Je ne sais pas si tu pourras voir la salle, Lauriane, mais en tout cas, on voit tes diapos et on peut les faire passer pendant que tu parles. Si tu nous entends, enfin voilà, on t'a entendu tout à l'heure en tout cas. On a perdu Lauriane, je pense. Du coup, on va interchanger le temps qu'on essaye de régler le problème technique. Et du coup... Alors du coup, je ne sais pas si Kitri Reynaud et... Ah, super. Elisa Robert, je ne sais pas si elle est avec toi, Kitri. Elle est là. Ah, super. Donc, ils vont nous présenter anxiété, dépression, image du corps et estime de soi, vécu des patients avant et après Kaftrio. Bonsoir à tous. Alors, nous ne sommes pas Lauriane, mais nous venons de Lyon quand même. Donc, Lisa Riebeck est psychologue au CRCM adulte de Lyon Sud et moi-même, Kitri Reynaud, qui suis médecin dans ce même CRCM. Donc, l'objet de notre présentation, c'est vous présenter l'évolution de l'anxiété, la dépression, l'image du corps et l'estime de soi après 6 mois de Kaftrio. Donc, l'objectif de cette étude, c'était vraiment de faire cette analyse sur ces symptômes psychiques sur une période qui débute juste avant l'introduction de la trithérapie et qui se termine après 6 mois de traitement par cette même trithérapie. Plusieurs objectifs secondaires à ce travail. Premièrement, déterminer le rôle de différents facteurs sur cette évolution. Est-ce qu'il y a un impact de l'âge, du sexe, de l'état clinique, respiratoire et nutritionnel, d'éventuels traitements psychotropes et de la situation entre guillemets personnelle, c'est-à-dire surtout familiale et professionnelle. Et ensuite, une analyse plus qualitative des verbatims des patients sur des questions ouvertes des différents questionnaires.
Donc pour faire cette étude, on a proposé des questionnaires aux patients qui étaient éligibles à ce nouveau traitement modulateur avant son introduction et ensuite plus tard, après 6 mois de traitement. C'est une étude qu'on a fait rapidement lors de l'autorisation d'utilisation de ce traitement. Donc on n'a pas inclus dans cette étude tous les patients éligibles au Kaftrio de notre centre, mais seulement les premiers. Et on a pu obtenir des questionnaires à ces 2 temps de mesure pour 84 de nos patients. Quels sont les champs qu'on a étudiés? Ils sont présentés dans cette diapo et en rapport, vous avez le questionnaire et l'échelle d'évaluation qu'on a utilisée pour chacun des champs évalués. Donc pour l'anxiété, une échelle qui s'appelle l'HADS, Lisa reviendra dessus ultérieurement. Pour les symptômes dépressifs, une autre échelle qui s'appelle le CESD. Pour l'estime de soi, le questionnaire d'estime de soi de Rosenberg. Pour l'image du corps, un questionnaire qui s'appelle QIC. Pour la qualité de vie, des échelles d'auto-évaluation qui sont sur une échelle de 1 à 10. Et ensuite, des questions ouvertes à propos du Kaftrio sur les connaissances du traitement, les attentes et les craintes des patients et leurs éventuelles projections. On a mis ça en rapport avec les données cliniques de nos patients inclus, dont j'ai déjà parlé, le VMS, l'IMC, l'âge, le sexe, la situation familiale, et on a essayé d'évaluer la prise ou non de traitements psychotropes, mais vous verrez que c'est une des limites de notre travail parce que c'est un élément qui n'était pas facile à évaluer. On a pu donc inclure 84 patients, comme je vous le disais, un peu plus d'hommes, 46, et près de 70% des patients inclus étaient homozygotes delta F508. Un âge médian plutôt jeune, de presque 30 ans, avec une grosse majorité de notre population qui avait entre 25 et 35 ans, un peu plus de la moitié. Un peu plus de 2 tiers travaillaient à temps plein et 30% à peu près à temps partiel, et 2 tiers étaient en couple. En ce qui concerne l'état nutritionnel, 14% de nos patients inclus avaient une dénutrition modérée avec un IMC entre 16,5 et 17,5, alors que 14% avant l'introduction du Kaftrio, et après 6 mois d'utilisation, plus que 1% de nos patients étaient dans cette tranche d'IMC. 75% des patients inclus ont pris du poids et presque 20% considéraient cette prise de poids comme problématique. Plusieurs difficultés ont pu être mises en avant au travers des différents questionnaires auxquels les patients ont répondu. Un problème d'évaluation de la satiété avec une sensation de diminution de cette satiété et au contraire une augmentation de l'appétit. Nécessité de réapprendre à manger, mais en faisant attention à ce qu'ils mangeaient, et réussir à s'adapter à une nouvelle image de leur corps, avec pour certains apparition de nouveaux complexes, et donc un nouvel équilibre alimentaire et d'image du corps à retrouver pour certains. En ce qui concerne la fonction respiratoire, comme attendu, une nette progression de la fonction respiratoire. 41% des patients inclus avaient un VMS à moins de 50% avant de débuter le traitement, et à 6 mois, plus que 7% de ces patients. Je vous ai remis le tableau où vous voyez qu'une grosse majorité des patients entre 30 et 50% de VMS passent entre guillemets à la catégorie supérieure, entre 50 et 80%, et c'est vrai pour les autres catégories, mais de façon un petit peu moins marquée. Comme attendu d'après la littérature et les autres études sur ce traitement, 80% des patients ressentent une nette amélioration respiratoire, à peu près la moitié une diminution de la fatigue, et à nouveau la moitié ont un sentiment d'avoir un gain important d'énergie. Et un quart à peu près des patients de la cohorte déclarent avoir diminué les soins quotidiens, à savoir principalement les soins respiratoires, kinés et aérosols. Et je laisse la parole à Lisa pour la suite. Alors, concernant la symptomatologie dépressive, nous l'avons évaluée avec l'échelle CESD, qui est une échelle qui est très utilisée par les psychologues et les psychiatres et qui est validée. Je vous épargne mon accent anglais pour le nom de l'échelle. Avant le traitement, on a évalué que 39% des patients présentaient une symptomatologie dépressive, ce qui est pour le coup beaucoup plus élevé que ce qu'on peut lire dans la littérature.
avec des études telles que celle de Kittner, qui est très importante, ou qui était évaluée plutôt à 29%, ou celle de Modi à 32%. Et à 6 mois, on a évalué la symptomatologie à 27%, donc une baisse qui n'est pas considérée comme significative à ce moment-là. On a voulu voir s'il y avait des différences concernant les hommes et les femmes. On a constaté qu'il n'y avait pas de différence chez les hommes ni avant ni après sur l'évolution. Par contre, que les femmes étaient beaucoup plus déprimées avec des symptômes beaucoup plus aigus et sévères. Et à 6 mois, par contre, chez les femmes, une amélioration significative de la diminution de la sévérité des symptômes. Concernant l'anxiété, donc on a utilisé l'HADS, c'est une échelle qui évalue et la symptomatologie dépressive et la symptomatologie anxieuse. On a fait le choix de prendre que les 7 items qui concernent l'anxiété, pour pas que ce soit redondant avec la CESD. Avant le Kaftrio, 45% des patients présentaient une symptomatologie anxieuse. À 6 mois, on avait une baisse significative avec 36% des patients. Sachant que ce sont des résultats qui restent quand même assez élevés par rapport à ce qu'on peut voir dans la littérature concernant les patients atteints de mucoviscidose. Pour l'estime de soi, on a utilisé l'échelle de Rosenberg, qui est une échelle de 10 items qui cote entre 10 et 40. Pour information, en regardant un peu la littérature, on s'est aperçu que finalement, les patients atteints de mucoviscidose, dans les articles, montraient qu'ils avaient une estime de soi assez similaire à la population générale, ce qui est à prendre en compte. Et avant le Kaftrio, on avait donc 33% de patients qui présentaient une estime de soi très faible ou faible, et à 6 mois, plus que 25%, donc une baisse significative, avec un score moyen entre 32 et 33, donc sur une échelle entre 10 et 40, ce qui est supérieur, d'après la littérature, sur les patients atteints de mucoviscidose. Pour les hommes et pour les femmes, on a constaté une amélioration à 6 mois, mais qui n'est significative que chez les femmes. Et on a constaté que les hommes ont une estime de soi significativement plus élevée que les femmes, mais ça concerne aussi la population générale. On a voulu pouvoir mettre en parallèle les différentes échelles et les différents résultats pour voir s'il y avait des corrélations. Et il s'avère qu'on a constaté un lien entre la dépression, l'anxiété et l'estime de soi. Et qu'avant et à 6 mois, lorsque l'anxiété augmente, la dépression et les symptômes dépressifs augmentent. Et lorsque l'estime de soi augmente, l'anxiété et la dépression diminuent. Concernant l'image du corps et la satisfaction corporelle, on a utilisé l'échelle de Bruchon-Schweitzer, qui est là aussi une référence en psychologie de la santé, pour l'évaluation de l'ensemble des aspects de l'image du corps. Donc c'est une échelle qui va de 19 à 95. On a évalué le score moyen chez nos patients à 68,1 avant le Kaftrio et à 72,2 après le Kaftrio. Donc avec une amélioration de la satisfaction corporelle et de l'image du corps significative. Et on a constaté aussi que l'augmentation du VEMS est liée à cette amélioration de la satisfaction corporelle. Sur les différences hommes-femmes, là aussi, les hommes ont une plus grande satisfaction corporelle que les femmes, comme dans la population générale. En faisant des recherches aussi dans la littérature, on a pu voir que finalement, au niveau de l'image du corps, on a voulu mettre en parallèle des scores de satisfaction corporelle par rapport à d'autres patients ayant d'autres types de pathologies. Et il y a notamment les écrits de collègues qui sont très intéressants, et je vous ai mis le tableau, et on peut se rendre compte que les patients atteints de mucoviscidose ont une satisfaction corporelle qui est moins élevée que des patients ayant d'autres pathologies telles que la lombalgie chronique ou atteints de cancer. Alors, pour l'auto-évaluation de la qualité de vie, on a fait le choix d'une échelle d'auto-évaluation de 1 à 10.
de la qualité de vie. Les patients, avant le Kaftrio, notaient à 6,2 leur qualité de vie et à 6 mois à 8,3 sur 10, donc avec une évolution favorable significative. Les hommes sont plus satisfaits que les femmes et les patients qui vivent en couple déclarent une meilleure qualité de vie que les personnes vivant seules. Et à savoir qu'on a aussi posé la question dans le premier questionnaire, de savoir qu'est-ce qu'espéraient les patients en termes de qualité de vie à l'issue du traitement. Et cette moyenne était de 8,9. Donc entre 6 mois de traitement 8,3 et 8,9 espérés, on est quand même dans les attentes des patients assez proches de la réalité. Pour les traitements psychotropes, avant le Kaftrio, on avait 13 patients sous traitement psychotrope, avec 7 patients sous antidépresseurs, 5 sous anxiolytiques et 1 les 2 traitements. À 6 mois, on a eu 8 maintiens, 2 introductions pour troubles du sommeil et 5 arrêts de traitement. On a constaté que les patients qui avaient un traitement psychotrope étaient des patients plus déprimés, avec des scores d'intensité plus sévères, des scores d'intensité de symptômes plus sévères, plus anxieux, avec des scores d'anxiété plus élevés, une moins bonne image corporelle et une moins bonne satisfaction corporelle. Et que les hommes sous traitement avaient une estime de soi significativement plus faible. Sachant que, comme le disait Kitri tout à l'heure, la limite de ces constats, c'est qu'il peut y avoir une sous-évaluation, c'est-à-dire qu'on a récupéré ces informations au travers des dossiers médicaux du patient. Donc il est possible qu'il y ait un biais entre la prescription et l'utilisation et la consommation de ces traitements. Comme on sait aussi qu'il y a beaucoup de patients qui sont sous traitement, des traitements mis en place par les médecins traitants notamment. On a constaté aussi une aggravation chez certains patients, avec 18 patients qui ont montré des scores de dépression plus importants après la mise en place du Kaftrio, 2 fois plus d'hommes que de femmes, 7 patients s'étant aggravés sur le plan anxieux, 17 pour l'estime de soi et 17 pour l'image du corps. Et à savoir qu'il n'y a aucun lien avec le VEMS et l'IMC, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Au niveau du vécu, alors il y a beaucoup de choses qui vont faire écho à toutes les interventions très intéressantes, et notamment celle de Julie avant. On a fait le choix de mettre les paroles des patients. Je ne les lirai pas toutes, mais libre à vous de les lire, parce que je pense que rien n'est plus riche que la parole directe des patients. Donc, au niveau du vécu, les patients ont pu exprimer une nette amélioration du moral, de la sérénité, plus de confiance en soi et de l'optimisme face à l'avenir depuis la mise en place du Kaftrio, avec un sentiment d'être comme les autres, de se sentir moins différent, avec notamment la disparition des symptômes stigmatisants de la maladie, tels que la toux, par exemple. Ils ont pu exprimer aussi qu'il y avait moins d'anticipation anxieuse au quotidien, c'est-à-dire que tout n'a pas besoin d'être prévu, chaque sortie, chaque activité, avec un besoin de contrôle moins important et donc une plus grande facilité à se projeter dans des activités, notamment des activités sociales. Ils ont pu exprimer aussi la diminution de la charge mentale et de la contrainte liée aux soins, avec un allègement du quotidien, beaucoup plus de temps libre qu'ils peuvent utiliser différemment, et un réinvestissement des activités plaisir, sociales et épanouissantes pour eux. Ils ont pu aussi partager la question de l'angoisse de mort et de cette urgence à vivre, qui s'est avérée moins présente avec le Kaftrio, mais aussi, pour certains, par contre, la découverte d'une angoisse de mort différente, en lien avec cette question de toute ma vie, je me suis préparée au fait que je décéderai sans doute de la mucoviscidose, et aujourd'hui, je ne sais pas. Et ça crée des angoisses et un sentiment de perte de contrôle très important chez les patients. Il y a aussi la question du travail de deuil, de renoncement, apprendre à vivre avec les choix que les patients ont faits, des choix de vie, des choix professionnels, des choix familiaux. L'idée que pour certains, sentir que le traitement est arrivé un peu trop tard et d'accepter aussi que certaines choses ne pourront pas être modifiées dans cet avenir qui est fait de plein de possibles aussi.
la crainte de se tromper aussi. Et comme on parlait tout à l'heure, Julie, il y a la question de ce que j'appelle la reprise d'un travail narratif, c'est-à-dire le besoin de reprendre son histoire, de relire son parcours, de savoir ce qui s'est passé avant le CAF-TRIO aussi, et puis une prise de conscience de la maladie après le CAF-TRIO et finalement au moment de la disparition de ces symptômes de la mucoviscidose. Et aussi, donc, comme je disais, l'angoisse liée au choix de vie et à l'état du monde. Certains ont pu partager le fait que ce qui se passe dans le monde au niveau politique, climatique, les inquiète beaucoup plus qu'avant. Il y a 17% des patients aussi qui évoquent les difficultés dont on a parlé précédemment. Une instabilité de l'humeur qui s'est installée depuis le CAF-TRIO, donc c'est quand même un patient sur 10. Une augmentation de l'angoisse et de l'anxiété, une augmentation de l'irritabilité et des troubles du sommeil persistants. Et à savoir que la première inquiétude des patients à l'issue du traitement, c'est la question de la stabilité de ce traitement. Voilà. Ils ont décrit donc une augmentation de l'énergie, comme le disait Kitri, avec beaucoup plus d'activités, de se sentir moins limité, de pouvoir réinvestir aussi les activités sociales, le lien social, parce qu'ils ont plus de temps, parce qu'ils ont plus d'énergie pour le faire. C'est sentir aussi un corps qui est capable, un corps qui est moins vulnérable, et puis apprendre à vivre dans un corps qui est sans douleur, avec de nouvelles découvertes aussi corporelles, de nouvelles découvertes, des sensations, une perte de repères, de l'étrangeté aussi pour certains. C'est étrange de voir son corps changer ainsi, c'est parfois bizarre, qu'ils ont pu partager. Concernant la vie professionnelle, ça peut être une première projection. L'amélioration du CAF-TRIO leur offre la possibilité de se projeter dans une première vie professionnelle pour certains. C'est aussi, comme on disait tout à l'heure, le réinvestissement de la sphère professionnelle pour les patients. Certains se positionnent différemment, vont rechercher du sens. Il y a beaucoup de questions de reconversion professionnelle, de reprise d'études, de pouvoir se re-questionner par rapport à tout ça. Et puis investir plus sereinement aussi la vie professionnelle où chaque journée n'est pas un combat et un épuisement aussi, et de pouvoir être confortable dans l'investissement professionnel. Et pour certains aussi, la question de l'angoisse de devoir aller travailler, la question de la pression sociale, de la pression sociétale, comme on disait sur la question des allocations, et parfois médicale aussi. Sur le vécu socio-familial, donc comme je le disais, une augmentation des sorties, des activités, des loisirs qui permettent un réinvestissement de la vie sociale grâce à la diminution des soins et de la fatigue. Des patients sont contents, s'étaient mis à temps partiel pour finalement les soins et la fatigue, et aujourd'hui sont contents de garder leur temps partiel et de pouvoir faire plus de sorties, profiter et de se redécouvrir au travers d'activités qui leur font du bien. Il y a la question de l'amélioration aussi du quotidien familial, du réinvestissement de la vie de famille. Beaucoup de parents ont pu partager le fait qu'ils allaient pouvoir voir grandir leurs enfants et faire des activités avec eux qu'ils ne pouvaient pas faire avant, avec une diminution aussi de l'inquiétude des proches. Il y a la question aussi de la crainte du regard social, se sentir enfin comme les autres. Il y a beaucoup de patients qui ont partagé ce sentiment de honte lié au regard social et qui était plus important que ce que je l'imaginais au travers de la clinique. Et il y a aussi la question de la vie de couple, s'autoriser à envisager une relation. Certains, pour la première fois, se projettent dans la possibilité de vivre en couple et de rencontrer quelqu'un. Et bien sûr, comme on l'a dit, les projets de parentalité plus, mais avec beaucoup d'inquiétudes sur la question des grossesses sous CAF-TRIO. Donc la question d'être incompris par les autres aussi dans les relations, comme l'a très bien expliqué Julie. Il y a la question de qu'est-ce qu'on peut dire, que ça peut être déstabilisant pour les autres, que ça peut être fait de plein de paradoxes aussi, et de savoir quelle est la place de la parole dans tout ça, comment parler à ses proches, comment partager, comment créer aussi une continuité dans le récit de soi au travers de ce changement, cet événement, comme on disait tout à l'heure, qu'est le CAF-TRIO.
Et certains aussi ont évoqué la perte du bénéfice secondaire, qui effectivement ont l'impression d'avoir moins d'attention, qu'on prend moins de nouvelles d'eux, et que ça peut être compliqué pour certains patients à vivre. Donc voilà, donc en conclusion, comme on l'a beaucoup dit, donc une amélioration somatique et psychique certaine pour beaucoup, mais pas pour tous. Donc la question se pose de comment améliorer, comment accompagner, ces patients qui peuvent aller moins bien. Il y a aussi la question des patients qui ne sont pas sous Kaftrio. Il y a tout un tas de nouvelles questions pour les patients, pour les équipes, comment accompagner toutes ces nouvelles projections, la place de la prise en charge psychologique, bien sûr, l'évolution des CRCM, comme il y a plein de projets intéressants qui se mettent en place autour de cette question-là, et puis aussi un peu comme une question qu'elle nous lance, un défi, cette patiente qui pose la question de comment est-ce qu'on gère la muco quand on a en plus des problèmes de vieillissement et de cette projection aussi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En attendant, moi j'ai une question sur justement les troubles identitaires. Enfin, est-ce qu'il y a eu des choses là-dessus qui étaient ressorties sur le fait justement la place dans la famille, le fait que voilà, il y a la muco depuis la naissance et donc du coup ça déstabilise un petit peu sur le plan de l'identité est-ce que ça a été évoqué ça dans les entretiens? Alors non, mais justement je pense qu'il y a le biais de l'écrit, c'est-à-dire que c'était des questionnaires écrits, donc forcément ça limitait un petit peu. Les patients ont surtout évoqué la question de la parole. Comment dire, quoi dire, est-ce que je peux encore partager, est-ce que je peux encore dire que je ne vais pas bien alors que je vais mieux. C'est plutôt dans les relations, moins sur le plan identitaire. Il y a une troisième phase à M18, ça ressortira peut-être plus à ce moment-là avec un petit peu plus de recul, je pense, qu'à 6 mois, je pense. Moi, j'aurais une question aussi. Parmi vos patients qui ont eu des manifestations anxieuses ou dépressives les plus importantes, est-ce que ça vous a conduit parfois à devoir interrompre le traitement, peut-être de façon transitoire, ou est-ce que c'est quand même pas allé jusque-là que vous avez pu poursuivre le traitement en proposant, j'imagine, un accompagnement peut-être plus rapproché? On n'a pas eu d'interruption de traitement en lien avec cette problématique. Et l'idée de refaire ces questionnaires et cette évaluation à 18 mois, c'est aussi de se mettre à distance de l'effet de nouveauté et voir si les choses se stabilisent et si finalement on continue à avoir ces mêmes problématiques, si elles changent, si elles sont différentes, etc. Question de Christophe. Oui, merci, c'est très intéressant. J'avais juste une question, si vous avez fait les entretiens, est-ce que finalement les causes de dépression avant et après, puisque là c'est sur des échelles, c'est peut-être pas les mêmes, je sais pas. Oui, alors comme je disais, c'est la limite de l'écrit aussi, c'est-à-dire que c'est pas basé sur des entretiens. Ah oui, d'accord. Ce sont des questions écrites, donc forcément ça limite le niveau d'échange et le fait de pouvoir approfondir les réponses des patients. Mais c'est pour ça qu'on avait quand même laissé la place à des questions ouvertes en fin de questionnaire, qui permettent peut-être pas tout d'aborder, mais peut-être certains points. Est-ce que vous avez eu des patients qui ont arrêté leur traitement pour retrouver des sensations qu'ils ont pu avoir étant malades ou évoquer le fait qu'elles aient disparu et que ça leur manque et qu'il y ait quelque chose de ce côté-là qui majore la dépression ou l'anxiété? Alors, le médecin dit non, la psychologue dit oui. Non, alors ils ne l'ont pas arrêté, mais effectivement, moi j'ai plusieurs patients dans le cadre des entretiens qui m'ont dit qu'ils avaient arrêté quelques jours pour ressentir, c'est-à-dire voir ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, ils ont été assez surpris de voir à quel point ils se sentaient mal et des symptômes revenaient très, très rapidement. Donc il y avait une forme de stress. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu chez certains patients cette volonté de pouvoir tester aussi les effets du Kaftrio et de ressentir les effets de l'arrêt et donc probablement de l'avant aussi.
parce que bon, moi je suis au CRCM pédiatrique donc de Marseille, donc c'est plutôt des enfants ou des adolescents qui là ont accès au Kaftrio. Et effectivement, la première question à laquelle on est confronté, c'est celle de l'observance, ou en tout cas de l'adhésion à ces traitements. Sauf qu'en fait, ils sont en pleine transformation corporelle. Ils ont pour la plupart vécu les 10-15 dernières années avec des symptômes, sachant qu'il y a peut-être une nouvelle génération qui va arriver et qui, là, n'aura pas ou peu de symptômes du fait de l'arrivée précoce, ou en tout cas tôt dans leur vie, des traitements. Est-ce qu'il n'y aura pas une espèce de nouvelle phase de la maladie là, à étudier? C'est pas pareil d'avoir vécu la guerre et de vivre et de vivre ensuite la paix que d'avoir toujours vécu en temps de paix, en fait. On a cette même problématique chez les jeunes adultes qui arrivent au centre de pédiatrie, au centre adulte, avec quand même des pathologies peu sévères qui vont plutôt très bien. Et on a quand même cette même problématique d'adhésion, et surtout au Kaftrio, puisque finalement, c'est des patients qui n'ont plus beaucoup d'autres traitements que le Kaftrio. Donc ça reste une problématique, même chez le jeune adulte, effectivement, moins évidente chez des gens qui ont eu des formes sévères, qui ont 40, 45 ans et qui voient vraiment les bénéfices évidents et pratico-pratiques du traitement. Mais pour revenir sur ce que disait Lisa, les patients qui ont interrompu quelques jours leur traitement, c'était pas, je veux dire, une décision partagée avec le médecin qui s'occupait d'eux pour des raisons de dépression sévère, etc. C'était plus un test un peu unilatéral pour voir ce qui se passait. Dernière question. Mais le micro est au fond. Et pour l'adhérence, j'ai pas plus de solutions, malheureusement. Mais... Oui, donc vous avez bien montré que globalement, sur votre cohorte, il y avait une amélioration des scores d'anxiété et de dépression, mais que malgré tout, il y avait quelques patients qui étaient plus déprimés ou plus angoissés. Donc ma question porte sur ces quelques patients. Est-ce que ça survenait chez des patients qui avaient des antécédents plus de dépression ou d'anxiété marquée, ou qui avaient un terrain fragilisé sur le plan psychique? Pas à ma connaissance, en tout cas. Après, on n'a pas forcément une bonne connaissance non plus des parcours des gens qui ont eu des vraies pathologies psychiatriques. On se rend compte et parfois même des gens qui ont eu des problèmes psychiatriques assez jeunes dans l'enfance, c'est difficile d'avoir des choses très précises sur ces éléments. On a quelques patients comme ça dans notre cohorte adulte maintenant. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer à la présentation suivante. Alors j'ai consigne de tenter une deuxième connexion à distance. Je ne sais pas si Lauriane, tu nous entends? C'est mal parti. Lauriane, est-ce que tu nous entends? Ça n'a pas l'air de fonctionner, donc je pense qu'on va de nouveau inverser les présentations. On avait 1 minute, ouais. Dans ce cas, on va demander à Anna de venir en avance. Donc j'ai vraiment l'immense plaisir de vous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, le docteur Anna Georgiopoulos, donc qui est psychiatre à Boston et qui investit depuis de longues années auprès des patients atteints de mucoviscidose, et qui va nous parler de l'impact des modulateurs de CFTR sur la santé mentale, et qui a fait le choix, enfin qui a accepté de faire sa présentation en français. Bon, je ne sais pas où c'est ma présentation.
can take the other and maybe find this. Right here. Okay. Perfect. And then on this one, if you want to put it on the big screen presentation. This one. Okay. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Anna Georgiopoulos, je suis psychiatre et travaille au centre de mucoviscidose du Massachusetts General Hospital à Boston. Je remercie les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Voici ma déclaration publique d'entrée et notez que dans cette présentation, des utilisations non conventionnelles de certains médicaments sont mentionnées. Les modulateurs ont transformé la vie de nombreuses personnes atteintes de mucoviscidose, mais dans certains cas, on a également observé des changements dans la santé mentale qui coïncident avec le début des modulateurs. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à 3 questions. Qu'est-ce qui a été observé? Qu'est-ce qu'on en pense et comment le gérer? Et je commencerai par la première question, qu'est-ce qui a été observé? Divers changements ont été observés après le début des modulateurs. Nous en discuterons plus en détail dans quelques minutes, mais il est important de noter que jusqu'à présent, ces problèmes n'ont été signalés que dans le contexte des rapports de cas, des séries de cas et des études unicentriques. La Fondation de la fibrose kystique aux États-Unis a décidé qu'il était important de mener une enquête nationale afin de recueillir des commentaires sur les expériences de soins et le bien-être général des personnes atteintes de la fibrose kystique à l'ère des modulateurs. Il est apparu essentiel d'inclure la santé mentale comme un domaine clé. Je vais maintenant vous montrer des données présentées par Erica Van Sitters lors de la récente conférence nord-américaine sur la fibrose kystique à Philadelphie. Ce sondage national a été lancé l'été dernier et a été envoyé aux adultes atteints de mucoviscidose ainsi qu'aux parents d'enfants atteints de mucoviscidose. L'étude a utilisé des mesures standards de la qualité de vie qui permettraient une comparaison avec la population générale. Mais nous avons aussi conçu des questions spécifiques à partir de rapports de cas précédents pour mieux comprendre les changements que les personnes atteintes de mucoviscidose peuvent subir après la mise sous modulateur. Nous sommes très heureux que plus de 1000 personnes aient répondu au sondage, parmi lesquelles 571 prenaient de Lexicaftor, Tezacaftor, Ivacaftor. La majorité étaient des adultes. Ici, on voit que les gens qui prennent actuellement de Lexicaftor, Tezacaftor, Ivacaftor signalent des améliorations dans de nombreux domaines du bien-être. Pour chaque ligne, le bleu foncé représente le pourcentage de personnes qui ont déclaré qu'en certains domaines, par exemple le bien-être physique, social ou financier, était bien meilleur après avoir commencé le modulateur. En bleu clair, on voit le pourcentage de ceux qui sont dits un peu améliorés et en gris, ceux qui n'ont signalé aucun changement. Et à l'inverse, le rouge foncé représente ceux qui ont décrit un domaine comme bien pire après avoir commencé le modulateur et en rose, ceux qui ont déclaré se sentir un peu plus mal. Ce graphique est organisé de la même manière que le précédent, mais ici, on s'intéresse à l'impact du modulateur sur le bien-être mental. On peut voir que le sentiment d'optimisme était plus susceptible de s'améliorer que de s'aggraver. Mais pour la plupart des aspects de la santé mentale, les membres de la communauté de la mucoviscidose étaient plus susceptibles de penser que les choses avaient empiré plutôt que de s'améliorer. Cette tendance était particulièrement marquée pour l'anxiété, l'irritabilité, la pensée, le stress, l'image corporelle, la dépression, les comportements alimentaires malsains, les sentiments de culpabilité et les troubles du sommeil. Ces résultats semblent conforter les rapports précédents dans la littérature, bien que certaines personnes notent un impact positif de ce modulateur sur leur santé mentale
un sous-groupe de personnes perçoivent un impact négatif. Alors, quel sens donner à ces observations? Il y a 4 hypothèses que j'aimerais considérer. La première hypothèse est que bien qu'il y ait des changements dans la santé mentale, ils ne soient pas liés au modulateur. La deuxième est que les symptômes pourraient représenter l'impact psychologique au début de la prise du modulateur. La troisième hypothèse se pose des effets neurobiologiques directs du CFTR et du modulateur sur le cerveau. Enfin, la quatrième hypothèse considère les interactions médicamenteuses entre les modulateurs et les médicaments psychiatriques. La première hypothèse reconnaît que, pour diverses raisons, les problèmes de santé mentale sont courants chez les personnes atteintes de mucoviscidose. Les taux de dépression et d'anxiété augmentent également dans la population générale au cours des dernières années. La dépression et l'anxiété sont aussi les troubles dont les symptômes ont tendance à aller et venir. Il se peut donc que certaines personnes aient un épisode de dépression ou d'anxiété peu de temps après avoir commencé un modulateur par simple coïncidence. Cependant, les symptômes pourraient représenter l'impact psychologique de la prise d'un modulateur. Les significations de prendre un modulateur sont complexes et peuvent ne pas être uniformément positives. Même si la santé physique s'améliore, on peut éprouver des regrets à propos de choix passés, comme ne pas avoir pris mieux soin de soi, avoir décidé de ne pas aller à l'université ou ne pas avoir poursuivi une relation amoureuse. La voie à suivre dans la vie peut sembler incertaine quand on imagine maintenant vivre plus longtemps que prévu. Certaines personnes atteintes de fibrose kystique ont décrit la culpabilité du survivant et un impact sur l'image corporelle, même avec un gain de poids sain. Le CFTR est présent non seulement dans les poumons, mais aussi dans d'autres parties du corps, notamment dans les cellules nerveuses à l'intérieur et à l'extérieur du cerveau. Bien que le rôle du CFTR dans le cerveau soit incertain, la modification de la quantité due à la fibrose kystique et ou à la prise d'un modulateur pourrait altérer le fonctionnement du cerveau. Les modulateurs du CFTR pourraient également affecter la façon dont les cellules nerveuses communiquent entre elles. Par exemple, il a été démontré que l'ivacaftor, un ingrédient de tous les modulateurs du CFTR actuellement disponibles, se connecte aux récepteurs et aux transporteurs de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la norépinéphrine et la dopamine. De nombreux médicaments utilisés pour traiter la dépression, l'anxiété et le trouble du déficit de l'attention-hyperactivité ont également des effets sur ces neurotransmetteurs. Il est donc plausible que les modulateurs du CFTR puissent avoir un impact direct sur les symptômes de troubles mentaux. Il est bien établi qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses entre les modulateurs du CFTR et d'autres médicaments. Bien que le lumacaftor puisse réduire les niveaux d'antidépresseurs tels que le citalopram, l'escitalopram et la sertraline, le lexicaftor, le tezacaftor et l'ivacaftor ne semblent pas avoir exactement les mêmes effets. Cependant, il est théoriquement possible que l'ivacaftor puisse augmenter les niveaux de certains antidépresseurs, tels que l'escitalopram, par inhibition de bêta-glycoprotéines. Et on sait que l'utilisation de Kaftrio et de carbamazépine ou de millepertuis est contre-indiquée car elles sont des inducteurs qui pourraient rendre le modulateur moins efficace. Enfin, dans une étude rétrospective à notre hôpital, dont je vous parlerai plus en détail sous peu, nous avons remarqué un exemple de syndrome sérotoninergique apparent avec la combinaison d'un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine et de lexicaftor, tezacaftor, ivacaftor. Cela n'a pas été décrit précédemment, mais c'est logique étant donné ce que l'on vient de dire sur la capacité d'ivacaftor à se lier aux récepteurs de sérotonine.
Alors, comment aborder la gestion de ces problèmes? Selon le problème, il y a plusieurs types d'interventions à considérer. Pour ceux dont la santé mentale s'est améliorée ou dont les symptômes sont légers ou tolérables, aucune intervention ne peut être nécessaire. Les interventions psychosociales sont souvent appropriées, par exemple pour offrir du soutien pour s'adapter au rôle de vie changeant. Les stratégies comportementales peuvent être utiles pour des problèmes comme l'insomnie. On peut utiliser les psychothérapies habituelles pour des symptômes comme la dépression ou l'anxiété. De même, on peut essayer les interventions psychopharmacologiques habituelles pour les symptômes observés. Une autre stratégie consiste à réduire la dose ou à arrêter le modulateur et à noter la réponse. Malheureusement, il y a un risque de perdre les avantages du modulateur pour la santé physique. Et malheureusement, il n'existe pas de données pharmacocinétiques pour guider l'ajustement. Et parfois, les personnes atteintes de mucoviscidose essaient cette stratégie de leur propre chef sans en discuter avec leur équipe de soins. Daniel Peckham et ses collègues ont récemment publié un article proposant de surveiller le chlorure de sueur pour le garder dans la fourchette normale ou limite lorsqu'on ajuste la dose du modulateur pour atténuer ce risque. Bien sûr, la manière de traiter ces symptômes va dépendre de la façon dont vous formulez chaque cas. Ce qui est tout à fait possible à faire avec une évaluation approfondie. J'aimerais prendre quelques minutes pour parler de notre expérience au Massachusetts General Hospital. Nous avons mené une étude rétrospective qui a été acceptée et sera bientôt publiée en Pediatric Pulmonology. La prise en charge des symptômes neuropsychiatriques chez les adultes traités par elexacaftor, tezacaftor, ivacaftor. Nous avons inclus tous les adultes qui ont commencé l'elexacaftor, tezacaftor, ivacaftor avant mars de l'année dernière et qui par la suite ont également eu au moins une consultation externe avec un psychiatre spécialisé en la fibrose kystique. Nous avons identifié 4 trajectoires de symptômes. La première est une trajectoire où la santé mentale s'est améliorée après le démarrage du modulateur. Voici un exemple de femme qui a connu une amélioration de l'humeur et de l'anxiété. Cette femme de 28 ans a été maintenue sous antidépresseurs pour un trouble d'anxiété généralisé et des épisodes dépressifs majeurs qui s'aggravaient dans le contexte d'exacerbation pulmonaire, ainsi que de lorazépam pour les crises de panique associées à l'hémoptysie. Après avoir commencé elexacaftor, tezacaftor, ivacaftor, elle a remarqué des avantages immédiats pour l'énergie, l'endurance, la toux, la qualité de vie et le fonctionnement. Son humeur s'est améliorée et comme elle n'avait plus d'hémoptysie fréquente, elle a cessé d'avoir des crises de panique. Une fois cependant, elle a perdu l'accès au modulateur pour des raisons d'assurance. Elle a remarqué une rechute immédiate des symptômes pulmonaires, d'humeur et d'anxiété, y compris les pensées suicidaires. Quand elle a pu redémarrer le modulateur, ces problèmes ont été résolus à nouveau. Nous avons ensuite identifié des personnes dont la trajectoire des symptômes semblait inchangée par le modulateur, c'est-à-dire toute fluctuation des symptômes correspondait à la présentation avant le modulateur et n'était pas liée au moment du début du modulateur et ou était clairement prévisible dans le contexte de facteurs de stress psychosociaux particuliers. Par exemple, une femme de 20 ans avait des antécédents d'anxiété et de troubles déficitaires de l'attention. Elle a connu une augmentation de l'inquiétude, de l'anxiété sociale, des symptômes obsessionnels compulsifs et de l'irritabilité qui ne correspondaient pas dans le temps de début du modulateur. Elle a décrit ces symptômes comme étant clairement déclenchés par la pandémie,
la transition vers l'université en présentiel pour la première fois et la maladie grave d'un parent. Une troisième catégorie que nous avons identifiée était celle des symptômes qui s'aggravaient et qui étaient considérés comme possiblement liés au modulateur. Par exemple, cet homme de 19 ans qui a eu une exacerbation du trouble bipolaire et de la psychose nécessitant une hospitalisation peu de temps après avoir reçu le modulateur. La relation avec le modulateur n'était pas claire parce qu'il avait des antécédents d'épisodes similaires. Il utilisait également des substances et il ne prenait systématiquement ni le modulateur ni ses médicaments psychiatriques. Plus intéressant encore, nous avons identifié un groupe de 16 patients présentant des symptômes qui étaient probablement liés au modulateur. Leurs symptômes sont apparus peu de temps après l'initiation du modulateur, mais contrairement aux jeunes hommes que je viens de décrire, inattendu dans le contexte de leurs antécédents psychiatriques antérieurs. Cela représente 52% de l'échantillon de personnes à qui elexacaftor, tezacaftor, ivacaftor a été prescrite qui ont été vues à la clinique psychiatrique. Et au moins 11% des adultes atteints de mucoviscidose qui ont commencé à prendre le modulateur à la clinique de notre hôpital. Par exemple, cette femme dans la soixantaine, avec un diagnostic de dépression unipolaire et d'anxiété, toutes deux en rémission sous traitement. Elle prenait de l'escitalopram et mélatonine au besoin et elle n'avait jamais utilisé un modulateur. Elle avait une bonne réponse pulmonaire à elexacaftor, tezacaftor, ivacaftor, mais a rapidement remarqué des problèmes liés à la recherche de mots. Après 2 semaines, elle a développé des sautes d'humeur sévères, y compris pour la première fois de sa vie des symptômes maniaques. Elle a décrit des humeurs élevées comme presque grandioses en ce qui concerne toutes les choses qu'elle pouvait faire maintenant que sa santé s'était améliorée. Elle sautait d'un sujet à l'autre et se sentait extrêmement agitée. Elle a décrit ce qu'on pourrait appeler un épisode mixte, car ses symptômes dépressifs avaient également empiré et elle avait des pensées suicidaires intenses tout au long de la journée. Elle se sentait dans une terrible impasse parce que, comme elle a dit, Trikafta est la cause de la pire expérience de ma vie, mais si je ne peux pas l'avoir, je ne veux pas vivre. On a bien essayé de réduire des doses ou de cesser du modulateur et ou de l'escitalopram à plusieurs reprises. Cette stratégie a amélioré la manie et la suicidalité, mais ces symptômes se sont reproduits lorsque les médicaments ont été redémarrés. Finalement, son état s'est stabilisé avec du clonazepam et une dose réduite du modulateur. Dans notre examen des dossiers, nous avons relevé plusieurs stratégies qui ont été utilisées efficacement pour gérer les symptômes neuropsychiatriques qui semblaient probablement liés au modulateur. Les stratégies suivantes ont donné lieu à des améliorations importantes ou très importantes. Pour la neurocognition et la fatigue, prescrire un médicament stimulant ou réduire la dose du modulateur. Pour la dépression et l'anxiété, prescrire un antidépresseur, un stimulant ou une benzodiazépine ou réduire la dose du modulateur. Pour la manie, réduire la dose ou arrêter le modulateur. La psychothérapie a également été utile pour aborder les changements de rôle et de vie associés au traitement modulateur. Nous n'avons pas le temps de discuter de tous nos résultats aujourd'hui, mais cet article contient également des suggestions d'approches pour évaluer les symptômes neuropsychiatriques qui coïncident avec le démarrage du modulateur. Le comité consultatif sur la santé mentale de la Fondation de la mucoviscidose des États-Unis a également élaboré une ressource écrite pour les équipes de santé Considération psychosociale du Trikafta. On peut envoyer un courriel à mentalhealth@cff.org
pour en faire la demande. Cet article, publié récemment par l'organisme de patients du Québec, Vivre avec la fibrose kystique, a été écrit en anglais et en français pour aider les personnes atteintes de mucoviscidose à comprendre ce sujet complexe. L'article contient certains des renseignements que j'ai présentés ici aujourd'hui et est disponible en ligne. Le lien est noté ci-dessous. Enfin, j'aimerais mentionner un projet qui ne fait que commencer aux États-Unis. Nous sommes très heureux d'annoncer qu'en avril, nous mettrons sur pied un groupe de travail sur la recherche en santé mentale. Notre première priorité sera de concevoir des études plus vastes et plus sophistiquées pour mieux comprendre l'impact des modulateurs sur la santé mentale. Nous invitons les demandes de subventions dans tous nos domaines d'intérêt et nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec nos collègues européens pour faire progresser ces objectifs. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais bien de répondre à vos questions. Heureusement, nous avons ici de l'aide pour traduire en anglais au besoin. Veuillez parler lentement. Alors, je ne vais pas vous parler en anglais parce que c'est épouvantable. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir parlé en français. C'était très intéressant. J'ai une question. Est-ce que les Américains font comme certains de nos patients de prendre le Trikafta le soir plutôt que le matin? C'est-à-dire de renverser. Oui. Oui, et parfois on dit que c'est meilleur pour le sommeil. Mais on n'a pas les données systématiques, mais oui, c'est une approche. Bonjour. J'aurais voulu savoir si vous y avez remarqué une différence en fonction que ce soit des hommes ou des femmes. Non, c'est un groupe pas assez grand, mais on n'a pas détecté une différence. La seule différence est que les personnes qui avaient l'anxiété, un diagnostic d'anxiété, en avant, avaient plus de chances de progresser à les symptômes probablement liés au modulateur. Ici. Bravo pour ce très joli exposé. Maybe I'll switch to English. Your study was transversal data and the anxiety and depression were assessed in June 2022. So it's just after the onset of the COVID pandemic. So what was the effect of the COVID pandemic on this? Do you think this, what you describe in terms of percent of patients with worsening of anxiety and depression, is stable over time, or some of it could have been due to the COVID pandemic? Are you talking about the WellMe data, the first set of data? Yeah, exactly. Well, it was 2 years after the pandemic started, right? So June 2022 is 2 years. Yeah, so. Right. So we don't know the reason that they said their symptoms had gotten worse over that time from the quantitative data, but the qualitative data is much more complex, and we are in the starting to analyze the qualitative data. So some people will say, similar to some of the other presentations we've had, I'm more anxious because I don't know what to do with my life, right? Other people will say, I'm sure that Trikafta has caused this problem. I stopped the medicine and it went away, but now I can't take it anymore. So I think we'll have some more information from that. But I think I don't think we can dismiss all of this as only related to the pandemic.
No, it's not. Non, la question, c'était de savoir quel était l'impact de la pandémie de Covid sur les données de prévalence de l'anxiété-dépression. Et la réponse, c'est que probablement, on ne peut pas éliminer complètement les effets, mais il y a quand même des effets qui sont sans doute liés aux médicaments. The other thing I'll say about the previous question, and maybe you can translate, is that although we didn't detect a difference between men and women, there were a surprising number of women who were in menopausal age, so older women who had a family history of bipolar disorder. They seemed particularly vulnerable to severe side effects. But that's no statistical difference. Donc, je pense que la plupart vous aurez compris. Donc, ils n'ont pas mis en évidence de différence importante entre les hommes et les femmes, mais ils ont quand même remarqué chez les femmes les plus âgées, proches de la ménopause ou en préménopause, des manifestations psychiatriques, notamment anxieuses et dépressives, plus sévères. Donc il semble qu'il y ait une vulnérabilité accrue dans cette tranche de population. So I was interested to see the previous study showed that men were having a harder time. So we need bigger studies to be able to tell. S'il vous plaît, merci pour votre intervention. Je voudrais savoir s'il y a des facteurs d'âge dans les symptômes de dépression. Des effets de quoi? Age. Again, we weren't able to see a difference because of the small sample size in our study, in our center. We will look more closely at the WellMe data to be able to see if there are differences by age. But we've just done very preliminary analyses. Donc, dans leur étude unicentrique, il n'y a pas eu de différence à apparaître, mais il y aura eu des études plus larges où peut-être que ça sera mis en évidence. Moi, j'avais aussi une question. Est-ce que vous faites des dosages des taux plasmatiques de l'Ivacaftor ? Et si oui, est-ce qu'il y a une corrélation entre un dosage élevé et du coup plus de symptômes anxiété et dépression? So I think the question is, do we check levels of Trikafta and are there correlations with depression and anxiety? So it's not commercially available now, but we do have a lab and with our colleagues in Indiana that can do that, and we have a grant under review, so we do hope to be doing some of those kinds of studies if we can get the funding. Donc les dosages ne sont pas remboursés en routine, mais ils collaborent avec un laboratoire qui leur fait quelques dosages, mais plus dans un cadre d'études. Et je pense que ils produiront ces résultats, mais c'est pas des choses faites facilement. I'm curious, are you able to order levels at your hospitals for the ivacaftor, tezacaftor, elexacaftor? There is almost one center. We can send the sample, but it takes quite a bit of time to have the result, and it's not. But sometimes we don't know exactly what to do with the result. So we obtain a lot of samples and we have data on that, but we have no idea what to do with this data at the moment. Well, we should talk about it when we get some of our data going too. Est-ce que vous avez remarqué un lien quelconque avec les hormones quand vous parlez de la ménopause, de la préménopause? Sophie, merci. Have you noticed any relationship between hormonal level and symptoms of anxiety and depression? Hormone levels? Mm-hmm. Yeah. That would also be a really good study, and we're having a meeting of our sexual health, reproduction, and gender research working group next week
We just did a research prioritization survey for sexual and reproductive health, and mental health was one of the top topics. So we're at the point of starting to propose other projects, so that's a very good suggestion. Les patients rapportent quand même beaucoup de symptômes qui peuvent être en lien avec les hormones, notamment des modifications de l'air cervical, d'érection et autres. Some patients have reported many changes in their sexual life. Merci. Well, Pierre-Régis dit quelque chose. Right, it's probably a lot easier when you have some energy and you don't feel terrible, right? Yeah. C'est bon? S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette session. Et encore un grand merci à tous les intervenants et à votre participation. Merci. On ne clore pas la session, pardon. Tente une connexion avec Lauriane, de nouveau. Ah, excusez-moi, parce que je pensais qu'on l'avait définitivement perdu, mais non. Pardon, Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parfait. Alors, j'attends votre go parce que je n'ai pas d'image, je n'ai que le son. Eh bien, go alors, je pense. Donc, Lauriane qui va nous parler du sommeil chez les patients atteints de mucoviscidose. Merci. Merci beaucoup au comité scientifique de m'avoir proposé de traiter de ce sujet. Et je suis désolée des difficultés actuelles du fait de la SNCF et de ce problème de poteaux sur les voies. Du coup, je vais tenter la présentation et Philippe Rex prendra mon relais en cas de coupure. Donc, je suis MCUPH en pneumopédiatrie, donc dans le service Philippe Rex à Lyon, et je m'intéresse surtout aux patients avec insuffisance respiratoire chronique. Je laisse les mucos à mes collègues. Et donc là, l'idée va être de faire le lien donc, entre nos deux surspécialités. Quand on parle de qualité du sommeil, du coup, de quoi parlons-nous finalement? On parle d'une bonne qualité de sommeil quand le temps de sommeil total du patient est respecté, à savoir que ce temps de sommeil total est variable avec l'âge et variable d'un individu à l'autre. Les besoins sont différents et évoluent dans le temps. On a besoin d'avoir une latence d'endormissement qui est inférieure à 20 minutes pour parler d'un sommeil de qualité. D'avoir peu d'éveil intra-sommeil, on parle des oiseaux, donc ça doit être inférieur à 80 minutes, et on parle d'efficacité, on va en parler tout le long de la présentation, quand elle est supérieure à 85%, et le terme d'efficacité correspond à quoi? C'est le pourcentage de temps à dormir sur le pourcentage de temps passé au lit. On a besoin aussi d'avoir une répartition sommeil lent, profond, sommeil paradoxal équivalent, et de respecter son chronotype. On est soit plus chronotype du matin ou chronotype du soir, sachant que tous les enfants sont chronotype du matin. Ces éléments vont être perturbés par plusieurs éléments qui peuvent être endogènes ou exogènes. Donc notre âge en endogène, si on est atteint d'une pathologie sous-jacente, et en facteur exogène, si on prend des médicaments ou s'il y a des perturbations de notre environnement, notamment sonore ou lumineux. Nos besoins physiologiques sont donc variables dans le temps et influencés par un tas de facteurs externes. L'American Academy Sleep of Medicine a rappelé la classification internationale des troubles du sommeil en 2014, que vous voyez sur le tableau, où les troubles sont distingués en 4 grandes catégories. Les troubles du sommeil proprement dit, dont on va parler, les insomnies et les troubles du rythme circadien. Distinguer les troubles respiratoires pendant le sommeil, on parlera des apnées et de l'hypoventilation alvéolaire, et les autres troubles qu'on n'abordera pas. Quelles sont les conséquences d'un sommeil de mauvaise qualité? En population générale, le dessin illustre l'ensemble de ces conséquences. On a un risque cardiovasculaire élevé, augmenté, une augmentation du risque de cancer, ça a été très très bien montré, une atteinte de la fertilité, des troubles métaboliques avec une prise de poids potentielle et des troubles de l'humeur majeurs. Donc une morbidité qui s'élève. Quid chez les patients avec mucoviscidose? Les perturbations sont multiples et bien prouvées sur les fonctions immunitaires avec le risque infectieux avéré, un risque augmenté de troubles métaboliques, des fonctions neurocognitives perturbées et des troubles de l'humeur exacerbés. Il y a un impact majeur sur la pathologie chronique sous-jacente et sur l'adhérence au traitement notamment.
la qualité de vie des parents et des patients est également perturbée. Et ce, même avec une fonction respiratoire normale. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Les causes sont multiples et non parfaitement comprises. Du coup, notre rôle à tous sera de dépister, de traiter précocement pour éviter les complications. Les méthodes d'exploration dont on dispose à l'heure actuelle en 2023 sont donc variables en fonction de la pathologie suspectée. Soit le patient présente un tableau d'insomnie, l'interrogatoire, l'agenda du sommeil, les questionnaires et la polysomnographie pourront nous aider. Si le patient présente des troubles respiratoires type apnée, l'interrogatoire, les questionnaires, l'oxymétrie, la capnographie et la polygraphie seront nos outils. Et si on est face à un trouble du rythme biologique, ça sera l'interrogatoire, les questionnaires, l'actimétrie et le dosage de mélatonine urinaire. Sur la diapositive d'après, vous allez voir l'ensemble donc de ces examens que vous connaissez déjà, capno, oxymétrie, polygraphie, polysomnographie. Je ne vais pas détailler. Vous avez l'illustration de l'actimétrie, c'est une petite montre qu'il faut porter donc entre 7 et 14 jours. Et là, grâce à cette montre, on peut distinguer les périodes d'activité et les périodes de repos et ainsi évaluer le sommeil sur 7 nuits ou 14 jours, sachant qu'il faut du temps de semaine et du temps de week-end. Et également, en biologie, nous aideront les gaz du sang et la mélatonine urinaire. Slide d'après. Chez l'insomnie, donc chez l'enfant et chez l'adolescent, donc Wandler en 2018 a montré chez les enfants de 7 à 12 ans et les ados entre 13 et 18 ans, donc ils ont comparé 87 patients mucos avec 55 témoins, que les enfants mucos versus témoins avaient une qualité de sommeil perturbée, qu'ils étaient plus somnolents et que leur humeur était perturbée. Il y avait une corrélation nette entre humeur et qualité de sommeil. Pour les adolescents, les résultats étaient assez similaires, avec une qualité de sommeil perturbée, plus somnolent, mais une humeur similaire. Et les adolescents contrôle, par contre, il n'y avait pas de corrélation entre sommeil, humeur et qualité de vie. Du coup, on retient de cette étude que les enfants et nos adolescents mucos ont une qualité de sommeil perturbée, associée à une humeur perturbée et une qualité de vie diminuée. McMurray, en 2022, a fait une review qui insiste bien sur les troubles du sommeil qui sont tout à fait communs chez l'enfant et chez l'adulte, et que l'objectif est bien d'identifier des troubles pour développer des stratégies en regard. Il fait la synthèse en appuyant sur le fait que l'efficacité du sommeil est tout à fait diminuée, avec un nombre de réveils nocturnes augmenté et des scores de qualité du sommeil des jeunes et des parents diminués. Il y a donc une très nette corrélation entre temps de sommeil total, nombre de réveils nocturnes et durée de sommeil. 13 facteurs incriminés sont présentés sur la slide d'après, à la fois des facteurs respiratoires, avec exacerbation respiratoire, oxygénation, le VEMS, des facteurs classiques qu'on a tous en tête, mais également le BMI, les troubles métaboliques, toutes les comorbidités liées à la muco, l'asthme, les infections à pseudomonas, le reflux, etc. Et des éléments qu'on a peut-être un peu moins en tête, comme la douleur, la qualité de vie, l'anxiété, la dépression dont l'intervenante avant moi a cité, les troubles du comportement et l'environnement. Donc tous ces facteurs peuvent impacter le sommeil. Sur la slide d'après, vous avez la représentation justement sur la figure A des atteintes respiratoires en regard du temps de sommeil total, et sur la figure B, c'est toutes les atteintes qui sont non respiratoires en lien avec le temps de sommeil total. En gros, tous les facteurs vont influencer ce temps de sommeil total et les facteurs respiratoires encore plus que les autres. Slide d'après, l'étude de Kamal Nagvi chez les enfants et les adolescents. Donc là, c'était 24 enfants, 14 contrôles, évalués en questionnaire et en PSG. Il met en évidence, donc en 2007, que ces patients présentent à 43% des difficultés d'endormissement, une efficience diminuée à 75%, moins de sommeil profond et une somnolence dans 73% des cas. Sur la slide d'après, il met en évidence la corrélation sur la figure 4 entre la sévérité de l'atteinte respiratoire, le VMS et l'efficience diminuée. Et en revanche, sur la figure 5, l'absence de corrélation, de lien direct entre la SpO2 minimale et l'efficience. Du coup, on retiendra de cette partie que les troubles du sommeil sont fréquents chez nos enfants et nos ados atteints de muco, 80%, que c'est multifactoriel, qu'ils ont une qualité de sommeil qui est donc médiocre, avec à la fois des difficultés d'endormissement, mais également une problématique de réveil, qu'ils ont donc une efficacité du sommeil qui est diminuée, même si leur état respiratoire est stable, et que cela impacte les troubles de l'humeur et la qualité de vie.
Concernant les troubles du rythme circadien, qui correspond à un autre cadre nosologique, vous avez ici sur la figure la représentation des différentes anomalies du rythme circadien. Donc en haut, vous avez le normal sleep phase. Donc là, il n'y a pas de souci. Le patient dort dans une phase de sommeil adaptée. On va dire 23h, 8h, c'est ce qui est représenté. Et en dessous, vous avez le retard de phase. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, avec un pic de sécrétion de mélatonine qui est retardé. Et c'est des patients qui vont s'endormir plutôt en deuxième partie de nuit, vers 2-3 heures du matin, qui sont décalés. Et l'avance de phase, c'est à l'inverse, mais là, c'est pas le propos du jour parce que ces patients ne présentent pas ce trouble. Du coup, sur les troubles du rythme circadien, un type de retard de phase, Louis a publié donc en 2022 une review sur ce retard de phase dans la mucoviscidose. Il met en avant l'existence d'un retard de phase qui est suggéré mais sans données chiffrées. Et il met aussi en avant un potentiel rôle de la dysfonction de la protéine CFTR évoquée, en lien avec une dysfonction de la protéine au niveau de la rétine et de l'hypothalamus antérieur qui serait impliquée dans les rythmes biologiques. Sur la slide d'après, c'est Barbato qui travaille en 2019 sur une étude avec des souris où il présente 4 groupes de souris, des souris muco, des souris non muco, et dans les 2 groupes, ils font 2 sous-groupes. Un groupe de souris qui a un temps de sommeil normal et un groupe de souris en privation de sommeil. Et ils vont aller évaluer chez ces différentes souris, par collecte de tissus à différents niveaux, l'expression des gènes de l'horloge. Et ce qu'ils vont mettre en évidence, c'est qu'il y a des différences entre les souris muco et non muco, et que les souris en manque de sommeil vont avoir une exacerbation de cette dérégulation de l'expression des gènes de l'horloge. Si vous passez sur la slide d'après, c'est les différents gènes de l'horloge qui sont exprimés. Et donc, on voit qu'il y en a qui sont en surexpression par rapport à d'autres. À gauche, c'est les souris qui sont avec un temps de sommeil normal, à droite, avec un temps de sommeil en déprivation. Et donc, il y a vraiment des très grosses dysrégulations entre les souris muco et les souris non muco, et encore pire, en manque de sommeil. Vous pouvez passer à la slide d'après. Barbato, donc, dans son article, fait référence à la dérégulation des gènes de l'horloge qui avait déjà été évoquée en lien avec une perte de la fonctionnalité CFTR, donc en 2021 par d'autres collègues. D'autres collègues également avaient travaillé sur le lien entre cellules épithéliales avec CFTR-DEL F508, où l'expression serait augmentée de ProKR2, la prokinéticine 2, et cette association avait été mis en évidence avec le trouble du rythme circadien par nos collègues avec un article quand même dans Nature en 2002. Du coup, qu'en est-il du retard de phase à l'ère des modulateurs? Slide d'après. Donc là, c'est nos collègues Welsner en Allemagne en 2022. Ils publient une seule étude, et c'est la seule étude en fait sur le retard de phase après le Kaftrio Kalydeco. À 3 mois, on observe une diminution des événements respiratoires, une absence de modification du temps de sommeil total et une efficience sous une architecture modifiée. Le retard de phase n'est pas évoqué en revanche. Retard de phase suggéré chez les patients muco, il n'y a pas de données chiffrées. Rôle de la dysfonction de la protéine CFTR suggéré. Dérégulation de base de l'expression des gènes de l'horloge chez les souris muco. Amélioration sous modulateur, aucune donnée. Voilà où est-ce qu'on en est. Pour les troubles respiratoires au sommeil, finalement, les choses sont déjà bien établies. Reiter, en 2020, dans sa review, rappelle à la fois chez les enfants et chez les adolescents que nos patients atteints de muco ont une saturation moyenne plus faible, un taux d'événements respiratoires augmenté, et les patients adultes, une somnolence augmentée. Sur la slide d'après, vous avez la représentation de la saturation en oxygène, de l'efficience du sommeil, du taux d'index d'apnée-hypopnée et du REM. Et ils distinguent le groupe enfant et adulte. En gros, ils ont les mêmes anomalies, mais chez l'adulte, c'est plus marqué que chez l'enfant. Ils ont une SAT diminuée, une efficacité diminuée, un index d'apnée-hypopnée augmentant et un pourcentage de REM qui est diminué. Slide d'après, en 2022, Welsner présente des résultats chez des adultes, 52 adultes, âge moyen 31 ans. Ils ont un VEMS à 52%, un index d'apnée qui est à 4,5 par heure, donc on est quand même vraiment sur des chiffres très très bas, 25% d'hypocapnie. Et oui, ces patients présentent un SAOS, ils présentent une hypoxémie et une somnolence. C'est très fréquent, mais finalement avec des chiffres qui sont faibles. Sur la slide d'après, ils essayent de mettre en évidence les facteurs prédictifs. Vous avez sur la figure 1 essayé de mettre, grâce aux courbes ROC, le facteur prédictif du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et ce qui ressort, c'est seulement la courbe rouge avec la PO2 à l'éveil, seul facteur prédictif. À droite, sur la figure 2, c'est l'hypoxémie qui est tentée donc d'être prédite. Et les deux facteurs qui ressortent, c'est la courbe rouge et la courbe verte, c'est la PO2 à l'éveil et la SPO2 à l'éveil. Ah oui.
Ensuite, troubles respiratoires au sommeil, enfants et adultes. Pardon, je m'excuse. Donc, une des dernières études, donc Brigitte Fauroux et Jean-Louis Pépin en 2011, donc analyse l'hypoxémie et l'hypercapnie à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Et donc, ils mettent en voilà, ils suggèrent aussi qu'il y a l'association entre SPO2 nocturne et VEMS. Les patients avec un VEMS inférieur à 60% ont une qualité de sommeil réduite. Les plaintes de sommeil sont très fréquentes, non prédictives des échanges gazeux nocturnes. Et ils soulignent l'hypoxémie nocturne présente à 20% et l'hypercapnie nocturne présente à 50%. Sur la slide d'après, c'est Reiter en 2021, donc en Israël, qui publie donc dans Pediatric Pulmonology une revue spécifique à l'enfant. Il met en évidence l'hypoxémie nocturne et le SAOS. Il rappelle le lien entre forte association SAOS et sévérité de l'atteinte respiratoire, forte association qualité du sommeil et sévérité de l'atteinte respiratoire. Et ce qui est intéressant dans cette review, c'est que ils suggèrent en fait, ils illustrent leur revue avec un cas clinique d'une patiente de 9 ans qui a un VEMS à 41%, des grosses difficultés d'adhérence au traitement, des mauvaises performances scolaires, un taux d'apnée qui est faible à 7 par heure mais qui est quand même présent, et une pharyngomalacie. Cette patiente, en fait, ils décident de la traiter. Et grâce au traitement par support ventilatoire, ils observent une amélioration du comportement, des performances scolaires et une meilleure compliance au traitement. Elle prend plus de 2,5 kg en un an et elle est moins exacerbante. Du coup, j'ai trouvé intéressant de vous présenter ce cas parce que à 7 par heure, on n'est pas très proactif pour mettre en place une ventilation, clairement, mais finalement, ce cas illustre peut-être le fait que ça soit nécessaire d'être plus proactif, même sur des SAOS faibles, en contexte de mucoviscidose. Sur la slide d'après, c'est l'une des dernières diapositives sur le SAOS. 2 études brésiliennes rapportent que oui, l'incidence est importante du SAOS, mais que le taux est faible. On est sur des taux environ à 2 par heure, donc vraiment très réduits. En synthèse, je vous propose de retenir sur les troubles respiratoires que l'hypoxémie est évaluée donc à 20% environ, l'hypercapnie à 50%, mais des valeurs qui sont tout à fait modérées. Que cette hypoxémie est corrélée au VEMS, bien prédite par la PO2 à l'éveil et au sommeil. Plus le VEMS est bas et plus l'efficience du sommeil est diminuée. Concernant le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il est présent donc chez de nombreux patients à 50%, donc c'est quand même important. En revanche, son index, il est à 2 par heure. Donc finalement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est prédit par la PO2. Les perturbations sont plus marquées chez l'adulte que chez l'enfant. Et je me pose la question donc d'un traitement avec un support ventilatoire finalement plus proactif dans ce cas-là. Vous pouvez passer à la slide de synthèse. Du coup, on retiendra que la qualité du sommeil est très perturbée et d'origine multifactorielle, que les conséquences sont multiples avec une aggravation de la morbidité pour nos patients, que l'insomnie semble être en première ligne avec des difficultés d'endormissement majeures et des réveils multiples, que les troubles du rythme circadien sont présents avec un retard de phase et que ça semble finalement inhérent à la pathologie suggérée. Et que en troubles respiratoires, on a une hypoxémie et une hypercapnie qui est fréquente, avec un SAS fréquent mais des valeurs modérées, et en perturbations, finalement des perturbations plus marquées chez l'adulte que chez l'enfant. Les perspectives sont de réaliser des études longitudinales pour identifier les patients à risque, d'évaluer l'impact sur la maladie, d'évaluer le sommeil au sein du CRCM par des outils simples et de dépister pour traiter précocement en lien avec les études du sommeil. Et du coup, je me rends compte que j'ai sauté la slide sur l'ère des modulateurs et l'inversion des traitements sur laquelle vous avez dû passer. Donc, c'était pour les troubles du rythme circadien. Du coup, cette slide a été fondamentale parce que c'est l'actualité. Les patients, en fait, sous modulateur rapportent actuellement une insomnie et un retard de phase et ont eux-mêmes inversé leur traitement. Du coup, ça semble vraiment important d'évaluer ce retard de phase en pratique sous modulateur. Voilà. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions et je m'excuse de la perturbation par une manie qui n'a pas supporté mon intervention en wagon. Je suis à vous. Alors, je ne vous entends pas. Des questions dans la salle? Oui. Je ne sais pas, j'espère que... Christophe Marguet, j'ai une question. Il y a un facteur confondant qui est quand même d'actualité, qui sont les écrans, et les écrans bleus en particulier avant le sommeil.
Est-ce que c'est un facteur qui commence à être pris en compte dans ce type d'études? Alors, j'ai bien entendu ta question, Christophe. Du coup, les écrans, ils sont évalués, ils sont suggérés parmi les 13 facteurs en début de diaporama que j'ai présenté. Dans environnement, en fait, ils impliquent le tabac, les troubles psychologiques dans la fratrie ou chez les parents, et ils parlent des écrans. Parce qu'à l'heure actuelle, on sait très bien que les écrans dans la population pédiatrique, mais comme dans la population adulte, sont à l'origine d'un coucher plus tardif, d'une insomnie qui est très clairement démontrée, et donc participent à un déficit de sommeil dans la population générale qui a été déjà bien démontré. Donc on peut imaginer que chez les mucos, c'est la même chose. C'est un facteur supplémentaire, tout à fait. Pas d'autres questions? Non, je crois que du coup on peut finir la session ce soir. Merci à tous en tout cas. Et puis, donc, du coup il y a l'Assemblée Générale qui vient juste après. Avant que vous ne quittiez l'amphi, on a retrouvé un magnifique blouson en cuir ou simili-cuir de femme